Bonjour à tous, nous voici de retour pour une nouvelle vidéo, donc la troisième partie de ce chapitre sur la contraction musculaire. Donc nous allons voir dans cette partie l'origine de l'ATP nécessaire à la contraction musculaire. D'accord, nous avons parlé du mécanisme de contraction musculaire et nous avons vu qu'il nécessitait en particulier lors du mécanisme moléculaire entre l'actine et la myosine la présence d'une molécule d'ATP qui allait être hydrolysée en ADP plus PI. Donc nous allons voir ici dans cette partie quelles sont les voies métaboliques qui permettent de fabriquer de l'ATP et suffisamment d'ATP pour que la contraction musculaire puisse se réaliser. La première chose, c'est que on va distinguer deux grands types de voies, et la première c'est la respiration cellulaire. Et la respiration cellulaire va se faire en grande partie dans ces organiques que l'on retrouve dans les cellules musculaires en grand nombre, mais aussi dans d'autres cellules, dans toutes les cellules, qu'on appelle les mitochondries. La caractéristique de ces mitochondries, de forme un peu ovalaire, c'est qu'ils sont constitués de deux membranes, une membrane externe et une membrane interne. Et la membrane interne se replie à l'intérieur de cette mitochondrie, formant comme ça ce qu'on appelle des crêtes mitochondriales. Entre ces deux membranes, il existe un espace intermembranaire, et autre chose importante, il existe un liquide à l'intérieur de cette mitochondrie qu'on appelle la matrice mitochondriale. À savoir, et on va revenir dessus justement au cours de cette explication et de cette vidéo, qu'au niveau de ces crêtes mitochondriales, donc de ces replis de la membrane interne, on va retrouver un certain nombre de protéines qui vont former ce qu'on appelle la chaîne mitochondriale, avec en particulier l'ATP synthase qui aura pour rôle justement de synthétiser de l'ATP. Alors, on va essayer de comprendre comment se passe cette respiration cellulaire en résumé. D'accord, on peut utiliser ce schéma bilan que je vous ai mis dans le cours, d'accord, et qui reprend les trois grandes étapes de la respiration cellulaire: la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. Alors ici est représenté à gauche un vaisseau sanguin et en bleu une cellule avec une mitochondrie. Bien évidemment, il manque des éléments dans cette cellule, un noyau et d'autres éléments nécessaires au bon fonctionnement de la cellule. C'est une représentation schématique. Donc on distingue bien sur cette mitochondrie les crêtes dont on a parlé, les replis, d'accord, avec la chaîne respiratoire dont on reparlera, qui se trouve au niveau de ces crêtes et dont vous avez une description plus précise dans les activités que l'on a réalisées en classe. La respiration cellulaire, d'accord, c'est un des moyens de fabriquer de l'ATP, d'accord, on voit qu'ici dans ce schéma apparaît des molécules d'ATP, va nécessiter deux molécules importantes: la présence de dioxygène, d'O2, et d'un glucide, qui est le glucose. C'est 6H12O6 dont on a déjà parlé par exemple dans la photosynthèse, puisque c'est une des molécules pouvant être synthétisée lors de la photosynthèse. Alors, comment se passe cette respiration cellulaire? Première étape, un glucose issu de l'alimentation, d'accord, soit directement, soit provenant d'une réserve interne ou externe à l'organisme. L'organisme stocke le glucose, peut le stocker, on le verra dans le prochain chapitre. Donc un glucose est dégradé par une voie métabolique qui s'appelle la glycolyse. Cette voie métabolique est en fait une suite de réactions qui aboutit à l'oxydation du glucose en acide pyruvique. Alors, en deux molécules d'acide pyruvique, le glucose est une molécule à 6 carbones, l'acide pyruvique est une molécule à 3 carbones. Donc on aura deux molécules à 3 carbones. Comme c'est une oxydation, on sait qu'une oxydation, c'est la perte d'électrons, accompagnée éventuellement de protons. Et bien ces électrons et ces protons perdus ou libérés par le glucose et ses dérivés vont être récupérés par un transporteur d'électrons et de protons qu'on appelle le NAD+. Et deux NAD+, vont récupérer des électrons et des protons pour donner du NADH+. Donc lors de ces réactions d'oxydation qui se succèdent dans cette voie métabolique qui s'appelle la glycolyse, des électrons sont libérés et récupérés par le NAD+, qui devient des NADH+. Donc le NAD+, est un transporteur d'électrons et de protons transitoire. On verra qu'il aura besoin d'être régénéré en NAD+, dans un second temps. Ces différentes étapes libèrent suffisamment d'énergie pour fabriquer deux molécules d'ATP à partir de 2 ADP plus PI. Donc, cette réaction de la glycolyse s'établit dans le hyaloplasme, dans le liquide du cytoplasme,
d'accord, qu'on appelle aussi le cytosol. Donc ces réactions ne se passent pas dans un organite en particulier. Les deux acides pyruviques vont pouvoir pénétrer dans la mitochondrie et là vont subir une autre voie métabolique qu'on appelle le cycle de Krebs. C'est une suite de réactions cycliques. Donc les acides pyruviques entretiennent ce cycle et pénètrent dans cette suite de réactions. Et cette suite de réactions aboutit à la formation aussi de deux molécules d'ATP et à une oxydation complète de ces acides pyruviques en CO2. Donc vous voyez qu'il y a 6 molécules de CO2. Les 6 carbones et 6 atomes de carbone de ces molécules de CO2 proviennent des 6 carbones du glucose. Donc on a dégradé le glucose en acide pyruvique C3 lors de la glycolyse, puis l'acide pyruvique est dégradé totalement en CO2 dans le cycle de Krebs. Ce cycle de Krebs permet donc la fabrication de 2 nouvelles molécules d'ATP, en plus des 2 fabriquées lors de la glycolyse, et permet aussi, comme il s'agit de réactions d'oxydation dans ce cycle de Krebs, on va aussi récupérer les électrons et les protons libérés lors de ces oxydations par ces transporteurs, les NAD+, qui vont donner des NADH+. Alors il n'est pas noté sur le schéma ici, mais il faut 10 NAD+, pour récupérer les électrons et les protons provenant des 2 acides pyruviques qui rentrent dans le cycle de Krebs. Et donc on forme 10 NADH+, qui s'ajoutent aux 2 NADH+, de la glycolyse. Tous ces NADH+, vont en fait maintenant être réoxydés, donc retransformés en NAD+, ils vont libérer les électrons et les protons qu'ils ont captés soit lors de la glycolyse, soit lors du cycle de Krebs. Ils vont les libérer à quel niveau? Au niveau des crêtes mitochondriales où se situent des protéines qui forment la chaîne respiratoire. Ces protéines vont se passer les électrons les uns à la suite des autres, par des suites de réactions donc d'oxydation, et ces oxydations successives libèrent énormément d'énergie et suffisamment d'énergie, et les 12 NADH+, donc les 2 venant de la glycolyse et les 10 provenant du cycle de Krebs, qui fournissent les électrons et les protons, permettent de fabriquer 32 molécules d'ATP grâce à cette chaîne respiratoire. Donc les NADH+ sont ainsi recyclés en NAD+, peuvent revenir fonctionner dans le cycle de Krebs ou bien dans la glycolyse pour récupérer de nouveaux électrons ou de nouveaux protons. Parallèlement à ça, dans cette chaîne respiratoire, les NADH+ qui ont libéré leurs protons et les électrons, ces électrons et ces protons sont acceptés au final par le dioxygène. Donc cette molécule d'O2 dont on a dit au départ qu'elle était essentielle pour la réalisation de cette respiration cellulaire ne va intervenir qu'à la fin de cette respiration, de ce phénomène qu'on appelle la respiration cellulaire, en captant les électrons et les protons libérés par les NADH+, pour donner des molécules d'eau. Donc c'est NADH+, qui avaient récupéré les électrons du glucose ou des acides pyruviques, mais au départ donc du glucose. Ces électrons et ces protons sont au final acceptés par le dioxygène qui devient de l'eau. Donc voilà le schéma bilan de la respiration cellulaire. Le CO2 formé dans le cycle de Krebs va repartir bien évidemment dans le sang, sera éliminé lors de l'expiration au niveau des poumons, au niveau pulmonaire, d'accord. De l'O2 va de nouveau rentrer grâce à l'inspiration réalisée lors de la respiration, et ces cycles et ce mécanisme peut avoir lieu, que ce soit dans une cellule musculaire ou dans toutes les autres cellules de l'organisme. La respiration permet la fabrication de ces molécules d'ATP, d'accord, nécessaires au bon fonctionnement de la cellule d'un point de vue énergétique, tout en recyclant les NADH+ en NAD grâce à la chaîne respiratoire. Ça, c'est le premier mécanisme qui permet de fabriquer des molécules d'ATP, qui est un mécanisme très très efficace d'un point de vue énergétique et qui permet de tirer du glucose toute l'énergie possible, toute l'énergie qu'il possède, et on fabrique un maximum de 36 molécules d'ATP, 32 plus 2 plus 2, donc 36 molécules d'ATP. Il existe dans le muscle une autre voie métabolique qui peut se faire en absence de dioxygène, d'accord, mais qui va être productrice de beaucoup moins de molécules d'ATP. Cette voie métabolique, c'est ce qu'on appelle la fermentation lactique. Alors cette fermentation lactique est beaucoup plus simple d'un point de vue du nombre et du type de réaction qui se déroule. Elle ne nécessite pas de dioxygène, vous le voyez, elle nécessite uniquement du glucose,
Ce glucose, exactement comme dans la fermentation, va réaliser la glycolyse, va subir la glycolyse, les réactions de glycolyse, les réactions d'oxydation pour donner deux acides pyruviques et des NADH+ qui ont récupéré les électrons et les protons libérés lors de ces réactions d'oxydation. Donc le NAD+ est réduit, lui, en NADH+. Et en fait, comme il n'y a pas de dioxygène, les acides pyruviques ne vont pas pénétrer dans la mitochondrie pour pouvoir subir le reste des étapes de la respiration cellulaire, parce qu'on ne pourra pas aller au bout vu qu'il y a un manque de dioxygène. Ce qu'il va se passer, c'est que ces acides pyruviques vont alors être directement transformés dans le cytoplasme en acide lactique par une enzyme, et cette transformation des deux acides pyruviques en deux acides lactiques se fait en réoxydant les NADH+ en NAD+, pour leur permettre de revenir au niveau de la glycolyse et refaire fonctionner un cycle de glycolyse. Donc cette boucle ici et cette réalisation de la fermentation lactique permet à la cellule de fabriquer un nombre faible de molécules d'ATP, mais un nombre suffisant, en tout cas au début, pour pouvoir permettre à la cellule d'attendre l'arrivée de dioxygène. Généralement, cette fermentation lactique se déclenche lorsque l'on va commencer un effort physique. Dans les premiers instants d'un effort physique, nous n'avons pas encore apporté suffisamment de dioxygène à nos muscles, et si l'effort est puissant et intense, les cellules vont se retrouver, les cellules musculaires, avec le besoin de fabriquer d'ATP, mais en l'absence de dioxygène, le dioxygène étant très rapidement utilisé par les premières cellules musculaires, les autres devront trouver un moyen de fabriquer les molécules d'ATP nécessaires pour réaliser la contraction, et elles vont le faire par ce biais-là, en transformant le glucose en acide pyruvique, l'acide pyruvique en acide lactique. D'accord ? Et en recyclant les NADH+ réduits au moment de la glycolyse par cette réaction. L'acide lactique va s'accumuler au niveau du muscle, c'est un déchet. La cellule ne sait pas utiliser le reste de l'énergie que contient encore ces acides lactiques, et ils seront éliminés, envoyés vers le sang. L'accumulation de cet acide lactique au niveau musculaire peut entraîner les courbatures qu'on ressent le lendemain d'un effort. D'accord ? Si on a fait un effort physique important auquel on n'est pas habitué, souvent le lendemain on va ressentir des courbatures. Et c'est lié à l'accumulation de cet acide lactique au niveau musculaire. Voilà pour cette vidéo qui nous a permis de voir les deux voies métaboliques qui permettaient la synthèse de l'ATP, la respiration cellulaire d'une part et la fermentation lactique. Je vous donne rendez-vous dans une quatrième et dernière vidéo pour voir la fin des principales notions de ce cours et faire une petite conclusion qui résume un petit peu l'intégralité de ce chapitre.